J'attends de voir quand c'est. Oh, Ouais, ben là, c'est live. C'est live, c'est live. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis pas sûr que c'est live. Ils mettent live. Oui, ils mettent live. mettre live. J'attends juste de voir que c'est sur ma page. Et c'est sur ma page. Donc, on est en live. Bonsoir, Michael Privot. Bonsoir Isma, comment vas-tu? Comment tu vas? Bah, très Alors, bien, attends, je écoute, coupe aussi hein, un petit truc. toujours Comme tu avais au, vu. toujours au rendez-vous. Hein. Voilà. J'arrange ça à gauche. Bon, les gens s'en foutent que je le mette à gauche, mais histoire de parler pour parler. Voilà, on est là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé pour ce petit retard estival, mais je pense que vous vaquez toutes et tous à vos occupations estivales et nous aussi. Donc, bonsoir Marie-France, bonsoir Chakib. C'est les premiers qu'on dit bonsoir. Mais bonsoir Mickaël Privot. Alors, on a décidé, toi et moi, de donner un épisode spécifique à une dame, grande dame d'ailleurs, dans l'histoire de ce qu'on va appeler plus tard l'islam, dans l'histoire de Mohammed, c'est Aïcha. Aïcha pour les. Non, ce n'est pas une chanson de Khaled écrite par Goldman, c'est une personne qui a réellement existé, Aïcha. Et on vous a parlé vaguement la dernière fois, mais on pense, elle a été à l'origine de pas mal de polémiques, d'abord de par son âge et du coup de tout ce qui se dit sur Mohammed à cause de l'âge de Aïcha. Elle est liée à d'autres polémiques dont on va parler en plein milieu de la prédication de Mohammed lorsqu'il était déjà à Médine et qui lui a valu plusieurs versets du Coran pour corriger le tir. Et enfin, à la fin de sa vie, elle a aussi donné lieu à une très grosse polémique politique d'ailleurs, qui a engendré, enfin, c'est pas cette polémique-là qui l'a engendré, mais qui est à l'origine de cette séparation qu'on va retrouver plus tard chez les musulmans. Si c'est pas à l'origine, en tout cas, ça fait bien partie de cette histoire-là. Donc Aïcha est hyper importante et Mhm. pour toutes ces raisons-là, elle méritait un épisode. Alors, monsieur Michael Privot, qui est Aïcha en fait? Alors Aïcha, tu lui as déjà brossé à grands traits son portrait. Donc, c'est on va dire, la troisième épouse de Mohammed dans l'ordre d'apparition dans son ménage, on va dire ça comme ça. Et effectivement, c'est un personnage qui a joué un rôle important dans la vie de Mohammed et dans la vie politique et religieuse de la communauté musulmane, parce que finalement, une fois le décès de Mohammed survenu, elle va avoir une application particulièrement importante dans l'avenir politique et religieux de la communauté. Et pour terminer, même pour être considérée comme une personne qui a transmis pas mal d'informations sur les comportements de son ex-époux, si on peut dire, du prophète, et donc être reconnu, en tout cas dans l'islam sunnite, comme, on va dire, une alima, donc une savante, hein, pour utiliser un terme contemporain, de premier rang, tandis que, évidemment, pour d'autres raisons, du côté chiite, elle sera particulièrement maudite pour le jeu Et même politique qu'elle aura détesté, et même joué, détesté. détesté, ouais. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va dire une chose assez intéressante, c'est que c'est marrant, je dis un truc et je dis moi-même que ça va être intéressant. Je pense que je suis en train de devenir narcissique. Tu Je prends le retire melon, ce que là. je viens de Fais dire. gaffe, fais gaffe. Ouais, ouais, merde, je suis en train de devenir un imam. Non, 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 sors de ce corps, sors de ce corps. Ce que je voulais dire, c'est pas ce que je dis qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Aïcha, c'est que quand on parle aux musulmans, finalement, ils ne connaissent qu'elle, Ouais, quasi, un ouais. peu Khadija pour le côté, elle était plus vieille, elle avait de l'argent. Mais des femmes du prophète, les musulmans ne connaissent quasi qu'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que les non-musulmans, sans même connaître son nom, ne connaissent qu'elle. Parce que c'est grâce à Exactement. elle qu'ils peuvent Ouais, se lâcher sur Mohammed. Alors, ouais, quand tu as parlé exactement. de Khadija, la Donc, on première va, femme, brosse-nous un peu d'où elle vient, Aïcha, comment ça se fait qu'elle voilà. l'épouse, et surtout, question numéro un, quel âge avait-elle quand il l'a Quel âge épousée? avait-elle? Ouais, effectivement, ça c'est la question tarte à la crème, évidemment. Donc, on sait que Khadija, qui avait été la première épouse et pendant la première partie de sa vie de prédication, en tout cas l'unique épouse de Mohammed, elle décède en 619, hein, plus ou moins, c'est vers ces eaux-là. Et donc, typiquement, en tant qu'homme ayant encore charge d'enfant, si on peut dire, Mohammed se remarie assez rapidement avec une personne que la tradition décrit comme plus âgée, elle-même veuve, si je me souviens bien, qui s'appelle Saouda et qui est là juste là pour faire la tendance. Et ça, c'est une pratique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un homme seul avec des enfants, ça ne va pas dans les cultures méditerranéennes, donc il faut absolument qu'on lui mette quelqu'un pour s'occuper des marmots. Donc, suite à cela, il va se marier assez rapidement avec Aïcha.
Aïcha qui porte bien son nom, la vivante. Hein, donc c'était une personne apparemment assez énergique, mais qui a la particularité déjà au niveau familial d'être la fille de Abu Bakr, qui va être d'après la tradition à nouveau, le premier homme adulte à s'inscrire et à reconnaître Mohammed comme prophète et à devenir son disciple. Il va devenir, c'était donc une personne qui était dans le business, hein, dans le commerce à la Mecque, c'était assez fréquent. Il y avait des sous et on sait qu'il a racheté des esclaves, on en avait parlé la fois dernière. Rappelons pour ceux qui nous suivent que c'est Aouba qui était censé, on met des guillemets, être avec lui dans la grotte quand il s'est enfui. Voilà, celui-là. Donc, son plus proche compagnon, son soutien indéfectible, et celui qui deviendra son premier successeur après, aussi à coup d'intrigue politique, comme on aura peut-être l'occasion de voir par la suite. Mais donc, finalement, il était quelque part assez normal dans le climat, on va dire dans le contexte culturel et anthropologique de l'époque, que Mohammed épouse finalement sa fille, puisqu'en fait, on se souvient qu'à ce moment-là, après le décès de Khadija, puis après le décès de son oncle Abu Talib, il est en situation de fragilité, on en avait parlé la fois dernière, et donc il lui faut absolument des alliances, et donc épouser la fille de son meilleur pote qui en plus est commerçant et un petit peu de sous, ben, ça fait pas de mal. Et puis bon, ça n'empêche pas d'être amoureux sur le côté, mais en tout cas, il y a vraiment une alliance qui se joue là entre Mohamed et la famille de son meilleur copain. Et on se rappellera aussi pour la tradition, on avait parlé du fameux voyage nocturne, hein, qui était un des événements fondamentaux finalement dans la tradition, mais qui n'avait pas de témoin. Et donc on va en trouver un quand même. Hein, c'est Abu Bakr qui sera appelé As-Siddiq, c'est-à-dire celui qui atteste de la vérité de quelque chose, puisque quand on va venir le trouver en disant hey, ton pote Mohamed, là, il nous a sorti son récit un peu délirant, Abu Bakr aurait répondu, d'après la tradition, bon, bah, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, je le crois. Genre, c'est le mec, si je puis dire, ou le gars qui prendra tout, qui sera derrière Mohamed 100%. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il va être dépeint dans, on va dire, l'imagerie ou la géographie musulmane. Donc, Aïcha a un rôle, évidemment, déjà rien que par ce profil, est déjà très, très importante. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, par contre, et on arrive à la question de l'âge, c'est que, alors, les récits varient, on verra encore ça dans les leçons, dans les cours, pardon, les vidéos, on va pas se prendre le melon. On est en train de se la jouer, là, toi et Ouais, on moi. se la joue, On se la joue, cher. Cher Privo, et son Padawan Saïdi. Alors, on oublie tout de suite, hein. On arrête tout de suite. Cher Michael Privo. Et donc, on va voir qu'il va y avoir, Mohamed aura 11, 13 épouses, il y a des débats en fonction de comment on compte, etc. Toutes ces épouses, au cours de ces années qui vont suivre, et particulièrement à Médine, sont soit des veuves, soit des divorcées, soit des anciennes prises de guerre, et avec lesquelles on a des alliances toujours. Mais bref, elles ont tout un vécu, on va dire, marital avant, d'accord? Sauf Aïcha. Et donc, du coup, ce serait la seule vierge du harem, si je puis dire. Et donc, ça a l'air de complètement fasciner les oulémas. Et donc, on va tout de suite commencer on va dire, presque fantasmer sur son âge. Et donc, on va avoir dans la tradition elle-même, et là, on parle de ces fameux hadiths qui sont rapportés et qui sont considérés comme véridiques, on va dire presque un écart qui va de 4 à 21 ans. C'est quand même une fourchette extrêmement importante. Et c'est d'autant plus fascinant qu'il y a sur toutes les autres épouses de Mohammed, on a à une année ou deux près, on a une bonne idée de leur âge. Mais il y en a deux pour lesquels il y a une fourchette importante. Khadija, on en avait parlé entre 28 et 40 ans. Là, on irait plutôt vers la fourchette basse, puisqu'elle a eu quasi 7 enfants après. Et Aïcha, donc 4 à 21 ans. Et on a vu attends, je résume parce que les gars, ils devaient être bourrés. Les gars, ils devaient être bourrés, c'est pas possible. Donc en fait, on a le choix entre une fillette de 4 ans et une jeune femme de 21 ans. Ouais, on a tous les âges au milieu de tout ça, en fait. Exactement. Oui, voilà. Et donc, il y a vraiment des gars, donc en gros, tu me dis qu'il y a vraiment des gars, à un moment donné dans l'histoire, qui se sont dit, le prophète a épousé une fille de 4 ans. Oui, c'est ça, mais carrément. Il y a des gars qui se sont dit ça. Il y a des gars qui se sont dit ça et qui te le défendent mordicus.
Et d'ailleurs, on voit, alors ils vont atténuer un petit peu le bazar en disant, oui, en fait, il l'a épousée quand elle avait 4 ou 6 ans, hein, et puis ça, c'est quand il était encore à la Mecque, mais comme ça fait un peu dans le jeune, c'est quand même pas très clean. Donc ils ont dit, mais en fait, le mariage a été consommé quand ils se sont revus à Médine quand elle avait 9 ans. Genre, bah, c'est Ah, un genre, petit c'est peu, mieux. Genre, c'est genre, c'est mieux. mieux. C'est beaucoup. Ah ouais. Putain, elle devait être vieille à 9 ans, quoi. Ah, elle avait quand même 50% d'âge de plus, quoi, dans ce cas-là. Donc finalement, non, mais blague à part, Alors, bien qu'on ne juge pas le passé et que la exactement. jeunesse d'une femme ou d'un homme ne correspond pas justement à la jeunesse Ouais. d'aujourd'hui, on est d'accord que 4 ans, ça devient un peu beaucoup là. Ça devient beaucoup, même si on prend alors la fourchette haute, disons 9 ans, il faut se rappeler qu'au 7e siècle, dans l'Europe médiévale, mais même avant d'ailleurs, alors c'était évidemment réservé plutôt dans les familles de la noblesse ou princières. Il n'était pas rare d'avoir des mariages arrangés avec des futurs rois, princes, princesses et reines qui avaient là aussi 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc, c'était une pratique d'alliance familiale qui était assez commune. Mais évidemment, la grosse différence, c'est que les pratiques qui ont eu lieu au 7e siècle dans l'Europe médiévale et encore après, même jusqu'à assez tard, n'ont pas été, on va dire, bétonnées dans un droit, on va dire, chariatique pour dire, voilà, il y a le tampon divin dessus, c'est bon, on peut le faire, puisqu'on voit encore, il y a eu quelques fatwas, donc des avis juridiques qui ont été faits en Arabie, pour ne citer que là, mais aussi au Maroc, où des gars sont venus dire en disant bah oui, une fille de 9 ans, il n'y a aucun problème, on peut l'épouser, c'est tout à fait licite. D'ailleurs, le prophète l'a fait. Donc là, du coup, c'est religieux, donc on peut. Donc vraiment, on voit comment ça a été utilisé. Alors, Alors, j'insiste pour tous les musulmans qui nous regardent, et même les non-musulmans, que tout le travail qu'on a fait par rapport à Aïcha, toi et moi, à l'époque du bouquin, c'est vraiment un travail dans le but de se dire, voilà, nous, on ne croit pas que cet homme ait fait ça, et il est temps que des gens, je vais dire, alors ça va paraître bizarre, mais lavent un peu son honneur, et qu'on arrête de dire tout et n'importe quoi sur lui, et de le ouais. faire passer pour un gros pédophile, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est très intéressant. Alors, maintenant, ce travail a été fait et donc on cite dans le bouquin des sources qui montrent qu'effectivement, il y a eu une critique à l'intérieur de la tradition musulmane qui ont dit, tiens, les récits, les hadiths qui sont rapportés par telle personne, ils ne sont pas très valides, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré tout, ces récits-là sont considérés comme étant parmi les plus sûrs qu'il puisse y avoir. Et donc, ça interroge sur la façon dont la tradition, enfin, un certain nombre de personnes dans la tradition musulmane se sont permis de même baisser la garde, on peut dire ça comme ça, sur l'authentification de tels hadiths. Hein. Et donc, normalement, ils doivent être un des principes de reconnaissance de ces hadiths, c'est qu'ils ne soient pas en contradiction avec le Coran. Et là, manifestement, on a quelque chose qui n'est pas très clair. Et c'est passé crème pourtant, donc ils sont considérés comme licite. Et donc là, on renvoie par exemple en langue française, on cite les travaux du docteur El Ajami qui a écrit pas mal sur le sujet, où il montre que ça ne tient pas la route déjà à l'intérieur même du hadith et D'autant qu'en aussi plus, à on a appris l'intérieur avec la du Coran. tradition qu'elle était fiancée avant de se marier avec Mohammed. Bah, oui, voilà. Bah, mais alors bon, et quand on regarde le texte en arabe, on ne parle pas de fiançailles, on parle vraiment de mariage. Hein. Donc c'est vraiment Elle a ça. été Et mariée avant Mohammed. Ouais, et puis la consommation qui aurait été un peu plus tard. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir aussi sur la question de la difficulté de situer l'âge du mariage, c'est que je citais qu'il y avait principalement deux épouses pour qui c'était le cas, c'était Khadija et Aïcha, qui sont deux épouses, on va dire, de la période mécoise, à l'époque où, on le rappelle, Mohammed est encore assez inconnu au bataillon en dehors des cercles mécois. Et donc, fatalement, il y a beaucoup moins de témoins. On va dire la chronologie est beaucoup moins sûre. Et donc, il peut y avoir de la fluctuation, mais une telle fluctuation, c'est vraiment extrêmement problématique. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on peut émettre comme voilà. théorie, nous, sur son âge? Alors, voilà. Donc là, la question qui est intéressante, c'est que il y a eu des comparaisons qui ont été faites parce que bon, les gens ont quand même autant il y avait cette fascination pour son âge. Moi, l'hypothèse que je fais, très honnêtement, c'est que du fait que dans la tête ils se sont dit ah oui, elle est vierge, hein, on essaie de pousser l'âge le plus loin possible, si on veut dire, vers le jeune pour se dire ouais, elle était vraiment vierge, quoi. Voilà. Donc un petit peu une sorte de fascination morbide pour ce genre, Pour pour la ce genre de choses. virginité, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup bougé, cette fascination Et depuis. ouais, exactement. Et donc,
quand on regarde alors d'autres hadiths, d'autres hadiths qui sont rapportés aussi, donc la tradition porte ce message aussi. Donc c'est pas comme si on venait avec quelque chose de révolutionnaire, mais simplement en essayant de voir plus large que les hadiths un peu glauques qui ont été utilisés par les oulémas pour justifier ces pratiques bizarroïdes, c'est que finalement, Aïcha aurait déclaré elle-même, par exemple, qu'elle était jariya, c'est le terme arabe. Alors on pourrait dire aujourd'hui, ça veut dire jeune fille, on pourrait dire presque ado pour prendre un langage contemporain pour nous, quand la fameuse sourate La Lune, donc la sourate Al-Qamar, qui porte dans le Coran le numéro 54, a été révélée. Et ça, lui aussi, il est considéré comme absolument véridique, etc. Il se retrouve chez Bukhari. Et donc, la tradition, à nouveau, là, on reste sur un terrain plutôt sûr, estime que cette sourate a été révélée vers 614-615, dans ces eaux-là. Donc, ce qui veut dire que, mettons même un âge bas, qu'elle aurait eu 12 ans lors de cette révélation, directement, ça nous amène à un mariage vers 18-21 ans, ce qui paraît absolument raisonnable pour une société de ce type-là. Et alors après, il y a d'autres moyens de recouper ça. Par exemple, parce que bon, quand à nouveau, on avait dit déjà que ce soit pour Mohamed ou pour d'autres, pour les gens du peuple, on ne pense pas à dater très précisément l'année à laquelle les gens sont nés. Donc, on comptait en Mais printemps. en recoupant, Choses, Michael, en recoupant avec tous les hadiths ouais, qu'on peut avoir, soyons concis sur elle, parce qu'on a encore beaucoup à dire sur elle. ouais. Si on recoupe, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, toi et moi, comme âge? En fait, l'âge qui paraît le plus, parce qu'un autre exemple que je voulais montrer, c'est que d'autres sont dit, voilà, une des sœurs de Aïcha, qui est décédée, alors là, bien après, elle avait presque 100 ans, elle est décédée en 73 de l'Hégire. Donc, on peut commencer à faire on va dire une rétrospective, et elle avait 10 ans de plus que Aïcha. Et donc, ça nous fait tomber aussi plus ou moins dans la même ligne de temps que ce que je disais, c'est-à-dire 18-21 ces eaux-là. Et donc, ce qui paraît un âge raisonnable, et de savoir que finalement, les polémiques qui sont tout le temps utilisées, aussi bien, enfin, en particulier par les gens qui veulent faire la peau de Mohammed en disant c'était qu'un pédophile jouisseur, etc., c'est des critiques qui datent du haut Moyen-Âge. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a un motif qui revient, un narratif qui revient pour la critique, mais qui est nourri, évidemment, par tous les hurluberlus, on va dire, qui travaillent dans la jurisprudence, qui continuent à se maintenir mordicus. Mais c'est comme ce hadith où Aïcha dit, je jouais à la poupée quand, Ouais, voilà, en fait, où on n'a aucune certitude. D'abord, il n'y a rien pour prouver que ce hadith c'est vrai. Et puis, il exactement. est limite morbide quand on lit le hadith. Franchement, il est un Carrément. peu dégueu, hein. Ouais, il est dégueu. Et puis après, on va avoir, oui, on faisait des courses dans le sable, etc. J'avais 9 ans, le prophète me laissait gagner. Enfin, vraiment, il y a vraiment il y a toute une ligne on va dire, de récits qui tendent à vraiment insister sur Aïcha, femme-enfant, et qui serait restée telle qu'elle pendant toute une période. Oui, Maintenant, d'ailleurs, on le sent quand on lit ces hadiths-là, ils sont très, très gênants si oui, on les lit avec un regard. Alors, au-delà du fait qu'on n'a pas à le lire avec un regard du 21e siècle, mais non, même si on le lit avec un regard neutre, ils sont gênants parce qu'on sent que les personnes derrière, quel que soit leur but, ont rédigé une espèce de récit où il y a presque un fantasme de l'homme père face à sa femme qui serait presque enfant, en ouais, fait. On ressent ça, une espèce de... C'est presque un canon, en fait. C'est presque un canon qu'on ressent derrière et qui, malheureusement, a créé des horreurs depuis ouais, sur ces possibilités d'épouser des femmes, enfin des femmes, des toutes petites oui. filles. C'est une horreur absolue. Oui, c'est ça. Et ouais, exactement. Et je voudrais quand même ajouter deux choses qui sont aussi très intéressantes sur la façon dont, dans ce qu'on appelle les sciences du hadith, etc., dont on manipule les hadiths. Et en fait, on se rend, ce que ça donne comme impression, c'est qu'on est en train d'avoir une armoire avec des tiroirs, tu vois, dans lesquels on les classe et qu'on fait jamais de croisement entre les informations. D'accord? Genre, il y a les hadiths sur l'âge de Aïcha, ils vont rester uniquement sur l'âge de Aïcha. Or, par exemple, on avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines de la question de ce fameux voyage nocturne. Or là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un témoin clé dans cette histoire finalement. C'est sur la fameuse question de est-ce qu'il y a eu ce vrai voyage Est-ce qu'il a physique? bougé ou est-ce que Est-ce qu'il a son bougé âme ou pas? partait? D'accord. Alors, si on prend les hadiths sur son mariage, ils disent il l'a épousée quand elle avait 4, 6 ans, nanana, quand il était à la Mecque, et elle n'est
Elle n'a cohabité avec lui que 3 ans plus tard quand elle était à Médine. Donc ça suppose qu'à la Mecque, elle n'est pas avec lui. Alors, conclusion logique. Or, le témoin clé, c'est Aïcha qui dit, mais en fait, Mohammed n'a pas voyagé, il était sur sa couche. Donc ça veut dire qu'elle partage sa couche. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle devait déjà être avec lui. Donc ça contredit l'autre hadith. Donc en fait, on voit bien que s'ils essayaient vraiment de connecter to connect the dots, comme on dit en anglais, tous les liens du récit, ce récit sur l'âge ne tient absolument pas la route, avec une critique interne à son propre récit traditionnel, sans même chercher des sources extérieures, etc. Donc, en fait, en conclusion, je pense vraiment qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle s'est mariée à un âge tout à fait normal, 18-21 ans. Ok, Mohamed était plus âgé, mais ça fait absolument partie de l'anthropologie de ce milieu-là, donc il n'y a pas de Et encore quoi. aujourd'hui d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui, Ben un oui. mec âgé qui se tape une jeune, c'est encore dans notre anthropologie aujourd'hui. Hein. Oui, oui, mais carrément, absolument, c'est quelque chose qui est Et quand encore. bien même on se tromperait, toi et moi, dans nos théories de quelques Ouais, années, ça la ramènerait à minimum 15-16 ans, ouais, ce qui est encore pas du tout une forme de pédophilie, même ouais, pour l'époque, parce que pour l'époque, 15-16 ans, les gens vivaient jusqu'à 40 ans ou 50 ans grand max, ouais. c'était déjà l'âge adulte. Oui, 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 absolument, c'était considéré comme l'âge adulte. Donc, je pense que là, on est sur quelque chose qui est un peu plus, en tout cas, qui nous paraît plus solide et vous avez les ressources qui sont D'accord, dans le bouquin si dans vous le voulez bouquin. creuser un petit peu plus, quoi. Donc, mais Alors voyageons, voyageons, on oui, va pas rester sur l'âge, sauf si tu veux encore dire un truc, mais on oui, va pas non, mais rester sur ce l'âge. que je veux dire, ce qui est encore intéressant sur ce phénomène, parce que je pense qu'il faut vraiment le regarder avec des lunettes d'analyse sur ce que ça dit de la société, Ouais. des sociétés qui ont été traversées par ce récit. Et donc, on a quand même un fait qui est quand même majeur, c'est-à-dire que euh, on a un Mohammed qui, pour 95% de ses mariages, se marie avec des veuves et des divorcés, etc. Et donc, pour qui la virginité semble à peu près un problème très mineur. En tout cas, ce n'est pas son souci, d'accord. Il y en a une seule dans le tas et tout se focalise là-dessus. Donc, c'est très intéressant de voir comme cas d'espèce l'écart qu'il y a entre ce que la tradition rapporte en disant notre prophète, finalement, la virginité, il n'en fait aucun cas, et la pratique des oulémas et des hommes musulmans aujourd'hui, et même culturellement, pour qui ça devient le summum de la perfection du must-have, si je puis dire, et qui implique, on le voit encore aujourd'hui, toutes les problématiques de reconfection d'hymen, etc., et qui mettent un stress pas possible sur un ensemble de femmes et qui complexifient Alors, aussi. je réponds à une petite Voilà, question juste pour dire ça. rapidement. C'est une Ouais. question de Vergo qui dit, mais vous ne ramenez aucune source. Alors, si, on en ramène beaucoup. Je Si, crois si, qu'il y elles sont a dans le une bouquin. dizaine de pages de Ouais, sources dans ouais. le bouquin. Mais comme on n'a pas envie de vous mâcher le travail et qu'on aimerait bien que vous lisiez un peu, tu vois, on ne se la joue pas imam. Tu vois, on ne fait pas Jacques Addy. Tu vois, c'est pas Jacques Addy et c'est vrai. Donc, toutes nos sources sont dans le bouquin. Ici, alors, j'ai pas de lien pour le bouquin, je te réponds parce que il se vend quand même ce bouquin, tu vois, il y a un peu de droit d'auteur, donc on va pas le mettre, on va pas se tirer une main dans le pied, mais tu peux le trouver partout le bouquin. Et les sources sont dans le bouquin et ces causeries en fait sont là pour résumer bien sûr le bouquin et le rendre accessible en vidéo aux gens qui veulent le voir. Mais il est clair, c'est très très compliqué de vous afficher les sources et en plus ça ne vaudra rien ici et on n'a pas le temps de commencer à vous dire d'après parce qu'on est parti en cacahuète. Mais si vous voulez vérifier nos sources, elles sont dans le bouquin. Il y a franchement une vingtaine ou une trentaine de pages derrière que de sources. Michael, il s'est fatigué à écrire toutes ces sources là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, j'aimerais qu'on oublie son âge 2 minutes, Ouais. qu'on l'oublie pas. On vous a dit que nous, on pense 18, 21, et on pourrait même aller jusqu'à 16 dans le pire des cas, mais on pense 18, 21. D'accord. Première polémique de Aïcha à l'âge, et je vous garantis qu'en fouillant dans les sources et dans les hadiths même, il ne faut même pas vous éloigner de la tradition, vous arriverez aux mêmes conclusions que 14, 10, 9, 8, 7, 6, 4, c'est n'importe quoi, c'est des fantasmes qui ont été mis sur papier. Voyageons dans le temps, parce qu'Aïcha, ce n'est pas une polémique. Aïcha, c'est une femme à tiroir, comme on peut dire, et sa vie entière a été polémique intéressante. Si vous plongez dans le Coran, vous allez voir qu'il s'est passé un truc dans la vie de Aïcha très intéressant. Alors, je vais le résumer vite, puis Michael va vous expliquer plus longuement. Aïcha, dans une caravane avec Mohamed, ils partent, ils sont en voyage, quelle que soit la raison, là n'est pas la question. Elle doit aller aux toilettes. Bon, il n'y a pas de toilettes à l'époque quand même, donc elle s'éloigne un peu de la caravane et elle fait tomber un collier. Enfin, on a eu plein de versions. De nouveau, ceux qui veulent dire qu'elle a 6 ans, ils diront une poupée, mais elle fait tomber quelque chose. Et donc, elle le cherche dans le sable et la caravane s'en va. La caravane l'oublie, tellement elle était petite, on dira. Et
elle se rend compte de ça, elle essaye de rattraper la caravane, mais la caravane est déjà passée. Et un jeune homme la voit, qui faisait partie de la caravane, et il se dit, merde, c'est la femme du prophète, donc je vais la raccompagner quand même jusqu'à Médine, parce que voilà, ça se fait pas. Et il la raccompagne. Quand elle arrive à Médine, Aïcha, accompagnée de ce jeune homme, eh ben à Médine, c'est tout des langues de pute, désolé du terme, et ils se disent, oh là là, elle est restée à l'arrière parce qu'elle s'est tapé le mec. Alors, mes mots vont peut-être vous choquer, mais c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Donc, elle s'est tapé le mec. Ce qui rend Mohamed d'un côté furax et en même temps perplexe, il ne sait pas comment gérer ça. Et donc, les hadiths vous diront que pendant des semaines, il ne parle plus à Aïcha, il ne l'approche plus dans la couche, etc. Et puis, un verset vient pour clôturer l'affaire. Raconte-nous ça, Mickaël. Ouais, bah écoute, je pense que tu as, donné, l'essentiel. Donc, ça se passe plus ou moins en 627. Hein, donc, on est dans la période médinoise. Mohammed est parti pour une expédition contre une tribu aux alentours de Médine, les Banu Musta'alik, pour ne nommer que. Et donc, il faut savoir que, mais on y reviendra dans les vidéos qui suivront, depuis qu'il est arrivé à Médine, il ne faut pas croire que ça a été comme sur un tapis de velours. Et on disait la fois dernière que oui, il a été accueilli, mais il avait quand même déjà dès le départ des ennemis solides qui l'avaient un petit peu mauvaise de cette vue prendre la place qu'il convoitait comme leader de cette communauté, de cette confédération tribale que Mohammed arrive à mettre sur pied autour de Donc, sa il y a personne. toujours eu autour de lui des envieux, des jaloux et des gens Exactement. prêts à taper dès que c'était possible. Voilà. Et donc, c'est ce que le Coran nomme comme les munafiq, qu'on traduit généralement par les hypocrites. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde tribal dans lequel évolue Mohammed et tous ces gens évoluent, c'est que ces fameux munafiq, ce sont des opposants de l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait allégeance à Mohammed. Ils sont, on va dire, ils sont membres du même groupe, de la même confédération. Voilà, on pourrait dire citoyen. Le mot est absolument pas approprié, mais ils reconnaissent Mohammed comme le chef, comme ça, parce qu'il faut bien le faire, parce que sinon ça ferait mauvais genre. Mais ils n'arrêteront pas pendant toute sa période à Médine, de lui jeter des pots de banane sous les pieds, de lui faire des coups tordus, etc., en espérant qu'il se plante et qu'il finisse par débarrasser le plancher. Donc ça, c'est le contexte dans lequel Mohammed est. Il sort en expédition, comme tu l'as dit. Après la fin de l'expédition, il apprend que ses opposants, alors on va donner un nom pour dire un petit peu personnifier les choses, le fameux Ibn Ubay, qui est un petit peu le arch enemy, comme on dit en anglais, de Le Mohammed. Némésis. La némésis, voilà, de Mohammed quand il est à Médine. Et qu'il aurait fomenté un coup, et que l'idée c'est de refaire un retournement d'alliance comme on sait faire dans ce genre de contexte, et de mettre Mohammed sur la touche. Du coup, il se précipite à Médine, il en oublie Sa son femme. Aïcha sur le bord de l'autoroute, pour ainsi dire. Parce que bon, après, il fallait savoir que c'était apparemment assez courant de prendre l'une ou l'autre de ses épouses, et peut-être que d'autres le faisaient aussi au cours de ses expéditions. Bref, donc elle est Donc, retrouvée il comme l'oublie ça. et elle revient avec ce mec qui a voulu être gentil. Ouais, voilà cette arrière-garde qui reconnaît la femme du prophète et décide de la ramener à la maison, hein, assez chevaleresque, de manière assez chevaleresque, on va dire. Et alors là, évidemment, comme tu as dit, c'est la polémique. Du coup, ces fameux opposants de Mohammed en profitent pour se rouler par terre de rire en disant le prophète, le voilà cocu, bien fait pour lui, il est en train de nous faire la morale à longueur de journée, ben voilà, il est bien fait pour sa pomme. Et donc, ça va durer pendant un certain temps. Et comme tu dis, Mohammed ne sait pas quoi faire. Très froid, dit la tradition, il approche plus Aïcha, La tradition dit etc. même qu'il a été très, très humilié. Je Ouais, rappelle qu'on a aussi lié ça. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'il n'avait pas d'enfant mâle, ou quand il y en a eu, ils sont morts très jeunes, ouais. et qu'on a lié ça, on lie ça à une espèce de virilité masculine, enfin, non, virilité, c'est d'office masculin, mais à une virilité, et que donc le fait que cette femme soit restée en retrait, qu'elle soit venue avec un petit jeune qui l'accompagne, on a fait une bouillabaisse pour bien montrer que cet homme était tout sauf viril, en fait, finalement, et que Voilà. voilà, c'était un moins que rien. Encore une Voilà. fois. Oui, ça c'est clair qu'attaquer sur la virilité des enfants mâles dans ce monde-là, c'est le truc qui fait mouche, quoi. Bref, toujours est-il que c'est pas seulement pour sortir de cette situation très épineuse. Alors, on le verra aussi dans d'autres cas.
Ben, Dieu vient au secours de son prophète et c'est pas un verset qui va lui balancer pour le coup, mais c'est tout le début de la sourate 24, la sourate Nour, et tous les premiers, enfin toute la première Et qui vingtaine de va même, versets. tu vas nous le dire d'ailleurs, qui va même faire un truc génial, énorme, c'est qu'il y a une règle qui va être mise en place Ah du oui, coup. exactement. Et donc, vraiment, je vous encourage à prendre le début. Donc, tout cet épisode vient un peu en conclusion pour un petit peu rassurer Mohamed que, ben voilà, en tout cas, les affaires sont clean, on va dire ça comme ça. Le Coran dément pas trop, vraiment en disant non, 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 rien ne s'est passé, etc. Finalement, personne n'était là pour tenir la chandelle de ce qui s'est passé dans cette histoire du désert. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'on a les règles finalement qui sont édictées par rapport à la question de l'adultère. Et du Alors, témoignage de des l'adultère. témoignages, Vous exactement. comprendrez pourquoi on insiste sur témoignage, Ouais, parce que Michael vient de vous le dire, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut témoigner du fait que Aïcha aurait eu une liaison ou pas, on l'a juste vu revenir avec un mec. Je exactement. résume vite pour ceux qui se Ouais, sont perdus les chèvres, comme on dit. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Mohamed est paumé, il n'a aucun moyen de dire c'est faux ni c'est vrai, il est enfermé chez lui, il est humilié comme le serait n'importe quelle personne, et le Coran vient à son aide. Et que dit le Coran alors? voilà. Alors, c'est dans ce cas-là que le Coran va faire tout un détail sur, on va dire, ceux qui ont des relations. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a différentes étapes. Hein. On va dire des relations extra-conjugales, donc ça, c'est la question de l'adultère, et qui dit il faut quatre témoins. Hein, Voilà. et alors, quatre témoins qui ont vu l'acte, hein, c'est-à-dire ils ont de leurs yeux vus et quatre témoins ensemble. D'accord. Donc, il faut. Voilà. Les juristes par la suite vont être très précis en disant il faut avoir vu le pénis dans le vagin. Hein, soyons Oui, ils absolument aimaient clairs. beaucoup parler sexe, les juristes. Ils n'avaient aucun Ouais, problème ils avec n'avaient ça, pas de tu problème vois. avec ça. Je veux dire, Et donc, ça parlait sextoy, c'est tout, et, faut pas ouais, hésiter. alors c'est pas dans le Coran, mais ils pousseront la logique jusqu'à dire bon ben même si c'était fait sous une couverture en place publique, il est interdit de soulever la couverture pour pouvoir constater des visus, on va dire le péché, hein, puisqu'il Et s'agit donc, de ça. le Coran vient et dit aux gens de l'époque, pour leur faire fermer leur gueule, je vais être Ouais, vulgaire, très clairement. on ne peut pas commencer à parler d'adultère comme ça. Il faut quatre témoins qui aient vu en même Oculaire. temps l'acte. Ouais, ouais, exactement. Sinon, Voilà. c'est considéré, s'il n'y a pas cette condition-là, il est impossible de pouvoir parler d'adultère. Et Et qu'est-ce qu'on donc, fait aux témoins? voilà, alors c'est considéré comme du faux témoignage et on balance 80 coups de fouet. On ne chipote pas à l'époque. Voilà. Pour ceux qui Voilà. viennent colporter, enfin, soit les trois s'ils ne sont pas quatre, soit évidemment des gens qui viendraient colporter l'information qui serait, voilà, qui serait dans l'incapacité de le prouver. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir la logique du système. Donc, bien sûr, le Coran est en train de sauver Mohammed d'un mauvais pas, voilà, en disant ben voilà, il n'y a pas quatre témoins, donc vous formez tous vos gueules. Et on peut même Et fouetter ceux qui ont parlé. voilà, et ils vont fouetter ceux qui ont parlé, en parenthèse. Alors, mais ce qui est vraiment intéressant dans la logique anthropologique de l'époque, c'est que finalement, le Coran place la barre tellement haut en termes de témoignage que c'est le meilleur moyen de s'assurer que jamais il n'y a personne qui puisse être condamné pour ça. D'accord. D'ailleurs, il faut savoir que d'ailleurs, dans la plupart des cas, aujourd'hui même, où ça existe malheureusement, et on doit le déplorer et le condamner de manière absolument radicale, les cas des cas de lapidation que l'on peut voir. Parenthèse, lapidation, pas dans le Coran pour Donc, il n'y a l'adultère. pas On dans le le Coran. rappelle, hein? Ouais, On le il n'y a pas dans rappelle, le pas Coran non du plus. tout. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui sera à nouveau inventé par la suite. Alors, on va raconter, je pense que c'est sur ce cas-là que l'on a, Aïcha aurait raconté, pour ne citer qu'elle encore, que ce serait une chèvre qui aurait mangé le feuillet sur lequel était inscrit le verset avec la lapidation. Genre de délire, quoi. Mais enfin, bon, bref. Euh, toujours est-il En que, rappelant que des feuillets n'existaient pas à l'époque, que la évidemment, chèvre, elle aurait dû se taper des omoplates de chameau. Mais ça, c'est un détail. donc, voilà, sur le principe. Et donc, mais toujours est-il que, voilà, plaçant on va dire le niveau, ou en tout cas les exigences de témoignage tellement haut, c'est s'assurer en fait que le Coran n'est pas naïf et Mohammed non plus. C'est-à-dire, bah, on sait bien que dans n'importe quelle société, ça lapine un peu dans tous les coins. Et donc, les relations extra-conjugales, bah, malheureusement, c'est une fatalité. Enfin, malheureusement ou heureusement, peu importe, sans vouloir poser de jugement de valeur, c'est une fatalité. Enfin, c'est une fatalité, ça existe partout. Mais donc, en fait, ce qui est plus important que même la punition, en vérité, c'est de protéger, on va dire, la vie
et de ne pas Mais commencer justement, à donner j'allais le dire. Petit clin d'œil, petite dédicace à nos amis de Daesh. Pendant toutes nos capsules, on va continuer à vous dire des choses qui reviendront. Le leitmotiv, le fil conducteur qu'on retrouve dans le Coran, et vous seriez étonné, même si vous me sortez les versets guerriers, c'est la protection de la vie, en Ouais. fait. Et ici, on met une barre tellement haute que c'est impossible, en tout cas à l'époque de Mohammed, aujourd'hui avec WhatsApp c'est jouable, mais c'est impossible à l'époque de Mohammed de prouver l'acte d'adultère. Le but étant d'essayer de protéger la vie un maximum. On vous rappelle toujours que les conditions de vie étaient tellement horribles à l'époque que la vie était plus importante que le reste. Oui, alors d'ailleurs, c'est d'ailleurs très intéressant. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les cas finalement avérés où il y a eu une condamnation et une mise en pratique de la condamnation, ce sont des cas où, dans la plupart où finalement c'est la personne qui se condamne elle-même en vérité, d'accord. Et on a le cas qui est rapporté à nouveau un hadith. Alors après, est-il vrai, à nouveau, est-il toujours véridique ou pas? Je dirais, est-il une vraie factualité historique ou pas? C'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est un peu la logique et qui pour moi est vraiment intéressante, c'est la logique anthropologique qu'il expose, où bah, il y a quelqu'un qui vient accuser sa femme d'avoir eu des relations adultérines, oui, c'est ça, adultérines, et que l'enfant pourrait ne pas être de lui. Mohamed fait appeler la femme. La femme, après réflexion, dit oui, ben, c'est moi, oui, effectivement, mon mari a raison, c'est une relation extra-conjugale. Donc, Mohamed lui dit bon, ben, écoute, t'es enceinte, reviens quand l'enfant sera né, genre, réfléchis, quoi. Elle revient quand l'enfant est né. Et alors, Mohamed lui dit mais tu es toujours d'accord, tu tiens toujours ta parole, que c'est bien toi. Alors, elle dit oui, oui, je maintiens. Bon, bah, reviens quand tu auras fini d'allaiter l'enfant. Genre 2 ans à l'époque, donc on prenait le temps pour faire les choses. Elle revient encore après en disant oui, c'est moi, vraiment. Et lui, t'es vraiment sûr? Bah, elle dit oui, voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est dans ce dialogue qui est improvisé, parce que bon, sur une période comme ça, on se doute bien que les gens n'étaient pas au bout de 6 mois, 2 ans, etc. Mais reconstruit finalement une logique de la vie qui est extrêmement importante dans ce contexte-là, c'est-à-dire il faut vraiment que la personne, on va dire, se dénonce elle-même et dise oui, mordicus, je le fais, donc condamnez-moi s'il vous plaît, en quelque sorte, genre pour se purifier de son péché et peut-être quand même aller au paradis, puisque c'est la logique qui est derrière. Mais autrement, il aurait dit à un moment donné, enfin, Mohamed à plusieurs reprises, en quelque sorte, lui donne des portes de sortie et qu'elle refuse de prendre. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas la punition qui compte, c'est allez, de toute façon, on va s'occuper, c'est Dieu qui s'occupera de toutes ces affaires-là dans l'au-delà, donne-toi ta chance, etc. Et donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on a une des logiques qui sont un peu similaires que l'on retrouve par exemple dans le droit malikite classique, et que moi j'aime bien citer parce que c'est ce qu'on appelle la doctrine des enfants suspendus, d'accord, pour montrer encore la logique de la préservation de la vie derrière. Il n'était pas rare, par exemple quand on partait du Maroc pour aller au pèlerinage ou d'autres contrées, Guinée ou ailleurs, quand on partait faire son pèlerinage, on partait pour 1 an, 2 ans, 3 ans de voyage à l'époque classique parce que les trajets étaient compliqués, on pouvait tomber dans des embûches, il fallait gagner sa vie pour pouvoir continuer le chemin, etc. Et ben oui, Spéciale dédicace d'ailleurs à Ibn Battuta qui a fait des gosses tout au long de la route. ouais, exactement. Et pour un mec, ça pose pas de problème. Ce qui pose problème, évidemment, c'est pour la femme qui reste au pays et qui tout d'un coup se retrouve enceinte. Et ah, bon, bah ouais, mais le mari officiel, il est un petit peu loin. Ça fait un peu plus de 9 mois, problème. Et donc, pour pas aller jusqu'au bout en disant, bah, parce que bon, voilà, à partir du moment où il y a un enfant et le mari n'est pas là, ça pose quand même un peu un problème. Là, on va dire, il y a la preuve du délit en quelque sorte. Et donc, les juristes ont inventé l'idée de l'enfant suspendu, du fœtus suspendu, c'est-à-dire que, bon, ben, on va estimer le mari a une relation avec son épouse, et pendant 1 an, 2 ans, l'enfant est resté suspendu dans le ventre de la maman, et puis il naît, et ben, on va quand même l'attribuer au papa, et le papa, quand il revient, ben, il y aura un enfant en plus qu'il n'avait pas prévu. Et le but, c'est bon, bah, personne n'est dupe évidemment de cette histoire qu'il y a eu relation extra-conjugale, mais au moins on respecte finalement les cadres de la famille, tout le monde a sa place et plus important que tout, on respecte la vie. Et donc là, je pense que c'est vraiment super important. Et donc pour tous les tarés, type Daesh et autres, mais même ceux qui s'empressent de condamner et qui promeuvent encore aujourd'hui la lapidation, c'est vraiment à l'encontre de tout l'esprit finalement de ce qu'a essayé
de mettre en place qu'a mis en place le Coran quelque part, ou en tout cas a confirmé dans sa société où c'est la vie, la vie, la vie, la vie, et toujours essayer de se trouver des excuses pour Des regarder portes de ailleurs et sortie, jeter un ouais. voile pudique sur les écarts avec la norme que peuvent prendre les Alors, individus autour on de leur vie. va, comme aujourd'hui l'épisode est que sur Aïcha, on va faire un bond en avant parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, Mais je répète, donc deux grosses polémiques. La première, son âge, on vous l'a expliqué. La deuxième, sa chasteté, on va dire, et qui en plus grâce finalement à cet épisode, ben, il y a tout un passage du Coran qui a été révélé lié à l'épisode Aïcha. En fait, justement, donc c'est très important. Ça montre la place qu'elle a quand même eue d'une oui, certaine manière. Et enfin, Mohammed est mort, donc on fait vraiment un grand saut. Là, on est vraiment sur la vie d'Aïcha. Mohammed est mort. Il y a eu plusieurs califes. Il y a eu Abu Bakr, il y a eu Omar, il y a Othman qui est tué, il y a Ali qui monte, je ne vais pas dire le trône, mais qui passe calife après Othman qui est tué. Et là, ça crée le bordel parce qu'on demande à Ali de punir d'abord les gens qui ont tué Othman. Sinon, il n'a pas de légitimité à être calife. Voilà, je résume rapidement. Il y a tout un bordel politique qu'on va vous passer parce que ce n'est pas le moment d'en parler, mais bref, il se trouve que Ali et Aïcha, donc Ali, le neveu du prophète, et Aïcha, sa femme, vont devoir s'affronter. Parle-nous de oui, c'est ça. ça. Et donc, oui, comme j'avais dit tout à l'heure en introduction, c'est que oui, Aïcha, après le décès de Mohammed, a été évidemment impliquée par son rôle, puisque finalement, elle a été une des femmes qui est restée le plus longtemps avec lui, puisqu'elle était mariée déjà à la Mecque et puis elle est restée avec lui jusqu'à la fin. Et donc, elle a participé de manière assez intense à sa vie. On dit aussi que parmi ses épouses, alors chacune avait son jour. Hein, il faisait une tournante pour dire il allait visiter une épouse par jour. Et donc, elle avait droit à 2 jours, puisqu'il y en avait une qui avait fait un échange en disant bon, je veux rester dans sa maisonnée, mais voilà, je laisse mon jour à Aïcha. Donc, évidemment, quelque part, elle est une de celles qui l'a le plus fréquentée, qui l'a plus connue. Et le plus Et longtemps, en fait, sur le le plus plus grand laps longtemps. de temps. Voilà, et puis son père qui est devenu le premier successeur de Mohammed, même pour une brève période, hein, pendant 2 ans, mais donc elle l'a soutenu aussi. Donc voilà, elle a été très impliquée dès le départ dans la vie politique. Bon, après, ben, c'était aussi la vie autour de Mohammed. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se raconter des histoires, quoi. Il y avait des rivalités humaines autour de lui, de la jalousie, des luttes de clans, etc., pour savoir qui allait se prendre aussi des morceaux déjà de son vivant, mais encore plus après. Et donc, dans cet assemblage, ben, Aïcha, évidemment, avait une volonté très précise, ou en tout cas de participer à ces débats, et était en opposition depuis longtemps contre Ali, qu'elle voyait comme un rival, et contre son épouse Fatima, qui était la fille du prophète. Et apparemment, il y avait toujours eu un peu de friture sur la ligne, sachant qu'elles étaient aussi plus ou moins du même âge par rapport. Donc voilà, il y avait vraiment un antagonisme assez fort. Et donc, quand Ali va être élu calife suite à l'assassinat de Othman, ben voilà, et qui ne va pas vraiment poursuivre ces meurtriers pour toutes sortes de raisons politiques et d'alliances et de contre-alliances. On est toujours dans ces dynamiques-là. C'est pas qu'il n'avait pas envie nécessairement, mais en tout cas, ils étaient tous prisonniers de jeux d'alliance, quelque part. Et donc là, il va y aller, quitte et devenir chef de guerre. C'est-à-dire qu'il y aura une Ouais. bataille qui va être appelée donc en 656. Donc on est là quasi 24 ans après, une génération presque après le décès de Mohammed. Et donc là, il va prendre la tête de troupe et attaquer Ali et ses partisans au sud de l'Irak, dans la région de Bassora. Dans Ça une va bataille légendaire qu'on être a appelée la bataille du chameau. la bataille du chameau, puisque Aïcha était sur un chameau, etc., à mener ses troupes. Donc voilà, donc femme de caractère, femme de force, définitivement. Mais bon, le sort ne va pas aller dans son sens. Ses troupes vont se faire aplatir par les partisans de Ali. Et là, elle va être retournée à Médine. Et on va dire que ça va être la fin de sa carrière politique, entre guillemets, et elle va disparaître finalement de la vie communautaire après cela, si ce n'est que comme, on va dire, transmettrice de sagesse, je ne vais pas encore dire de hadith, peut-être ce serait trop tôt, mais en tout cas de l'héritage spirituel de Mohammed, elle va avoir un rôle important, déjà avant, mais après elle le fera
plus que cela pendant quelques années encore, quelques temps encore, où oui, elle essaiera auprès de beaucoup de disciples qui viendront solliciter de ses conseils, de ses avis sur la façon dont Mohammed, on va dire, mettait en pratique le message coranique et en tout cas ce qu'il avait appris du Coran. Et là, elle tombera un peu dans les annales de l'histoire, mais c'est vrai que quand on Oui. raconte l'histoire de Aïcha, à part ce qu'on appelle les hadiths, donc toutes les histoires, les petites histoires de la vie du prophète qu'elle a ramené, elle en a ramené pas mal, on vous a résumé sa vie ici avec les éléments clés et importants de sa vie qui ressortent et qui ont été des éléments fondateurs ou destructeurs parfois de l'histoire musulmane. Alors l'âge, bien sûr, ben, tout musulman a déjà vécu des grosses discussions avec des non-musulmans qui disent ouais, votre prophète c'est un pédophile, il se tape des filles de 4 ans, de 5 ans. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir répondre. Et je ne sais même pas pour répondre, c'est important pour soi, pour ne pas devenir fou. Parce que moi, je n'ai pas envie non plus de croire en quelqu'un qui effectivement se tapait des filles de 4 ans. Donc voilà, on vous a expliqué un peu qu'en recoupant toutes les sources, on arrive à un âge un peu plus crédible pour l'époque. Ce fameux, et on vous conseille d'aller vers ce chapitre Nour d'ailleurs du Coran, je crois, on Oui. vous conseille d'aller le lire, c'est très intéressant, où ben, par un effet de domino, ben, par un problème que Aïcha a créé, ben, il y a un verset du Coran qui arrive, une partie du Coran qui arrive, et qui vous montre un peu comment le Coran fonctionne par rapport à Mohammed aussi. Et le Coran lui vient souvent en aide. D'ailleurs, Aïcha même lui dira un jour, il se trouve que Dieu est prompt à te défendre. Et on vous expliquera plus tard, Ouais. c'est pour un mariage qu'il a fait et qu'elle n'a pas beaucoup accepté. Ouais. Aïcha est une des premières à dire à Mohammed, il se trouve que ton Dieu te vient souvent en aide. Tu vois. Et donc là, d'ailleurs, elle n'a pas tort. Pour ce verset-là, ben, le Coran vient en aide à Mohammed. Dieu viendrait en aide à Mohammed en disant, je vais gérer ce bordel parce que là, tu ne pourras pas le gérer. Je viens le gérer en parlant de témoignages, de machin, tout et compagnie. Ça veut dire qu'on ne doit pas démentir, mais en même temps, comme il n'y a pas de témoin, vaille que vaille, le problème est réglé. Donc, deuxième gros élément pour Aïcha. Et enfin, le troisième élément qui ne nous concerne pas vraiment parce que nous, on parle de la vie de Mohammed et de son œuvre. Mais voilà, c'est important de savoir qu'à un moment donné dans l'histoire, bien après la mort de Mohammed, comme il y a eu des massacres, la politique s'est placée très vite après la mort de Mohammed. Dès la mort d'Abou Bakr, les massacres ont commencé avec la mort de Omar, la mort de Othman et la mort de Ali plus tard. Ben, ça vous montre à quel point les enjeux tribaux et politiques ont primé sur toute forme de croyance parce qu'ils se sont battus entre eux. Et Ali et Aïcha, qui étaient quand même les premiers adeptes finalement de Mohammed, Ali bien avant Aïcha et puis Aïcha aussi, ben, se sont retrouvés à s'affronter, se battre, à s'entretuer finalement en fin d'histoire. Bon, ça c'est une autre histoire comme on dit. Mais voilà un peu ce qu'on a pu vous dire sur Aïcha. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors pour les questions sur les sources, je répète, dans le bouquin, il n'y a pas de souci. J'ai vu une question sur est-ce que vous considérez que Bukhari, voilà, pour vous, Bukhari, c'est du vent. Ben, vous pouvez voir la vidéo sur la méthodologie. On a parlé de Bukhari, des hadiths. Donc, on a parlé de tout ça. Là, Vergo me demande, alors Vergo, il est chaud aujourd'hui. Hein. Lui, il me demande, il s'est marié avec la femme de son fils adoptif. Oui, ça va être plus tard. D'ailleurs, c'est aussi un des versets du Coran qui lui vient en aide très, très vite. Mais tout ça, on parlera. Vergo, tu as parlé aussi des Banu, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, des Banu Kainuka, voilà, parce qu'il y a quand même 3 tribus juives il a parlé des massacres des Banu Kainuka en disant, voilà, la vie était importante pour eux, pour les musulmans, vu que les Banu Kainuka auraient été tués. Ça aussi, on en parlera plus tard, parce que la vie était importante pour eux. Le mot musulman n'existait pas à l'époque. Hein. La vie est importante pour ma tribu, pour mes clans à moi. Et dans mon clan, il peut y avoir des gens, je mets des guillemets, non musulmans. Il peut y avoir des gens avec qui j'ai des alliances. Ça, c'est mon clan, c'est mes tribus. Voilà. Et on l'a rappelé dans la vidéo précédente, quand j'ai brièvement présenté Médine, j'ai bien dit que dans les différents clans et tribus qu'il y avait sur Médine, il y avait des clans qui étaient plus ou moins, on va dire, de manière un peu plus homogène, qui étaient alliés, qui étaient juifs, hein, on va dire comme ça, de confession, parce que le mot n'est pas tout à fait approprié, mais dans les autres clans, que c'était les Haus et les Khazraj en particulier, enfin ces tribus-là et les différents clans, on avait des personnes qui étaient d'obédience chrétienne, on avait des personnes qui étaient polythéistes, on avait des gens qui étaient devenus disciples de Mohammed, on avait des juifs aussi. Ouais. Donc c'était
la religion, on va dire, à nouveau, c'était pas le mot le plus approprié pour l'époque, mais la religion était pas c'était pas un souci. Exactement, ce n'était pas l'élément fondateur de Non, l'alliance, pas du tout. non, non, c'était pas là-dessus qu'ils faisaient les alliances. Ils faisaient les alliances par rapport aux liens de parenté, les accès à des chemins, des puits, des champs, enfin bref, ou pour se protéger d'un autre clan qui prenait trop de pouvoir, etc. Donc c'était vraiment, on est dans la politique tribale et là-dedans, ce que l'on croit, hein, entre guillemets, c'était pas c'était pas le sujet. Et d'ailleurs, tout le discours de Mohamed, on y reviendra certainement parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop assisté là-dessus. Lui, ce qu'il propose au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui, et qu'on traduit de manière un peu propre, iman, comme la foi ou la croyance, et le mu'min qui serait le croyant, en fait, on parlait d'alliance, et le mu'min, c'est l'allié. Et donc, Mohamed, ce qu'il propose, c'est pas une foi, il propose une alliance avec lui et son Seigneur, dont il sera un peu le représentant, on va dire. D'ailleurs, si vous analysez le Coran, si vous prenez le temps d'analyser le Coran, prenez le temps de mettre la loupe sur quelques versets, vous verrez qu'on pouvait entrer et sortir dans l'alliance comme dans une mosquée, jeu de mots à la con. Mais on pouvait entrer et sortir. Là, ça m'arrange pour une bataille. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera de la bataille de Badr. On a dit adieu au Mohammed prédicateur, à ce jeune homme, à cet homme qui était là en train de supplier les gens de le suivre. On lui a dit adieu la semaine dernière. Maintenant, on va dire bonjour au Mohammed qui, en fait, va devenir ce guerrier pour des raisons, justement, de reconnaissance. On va parler de la bataille de Badr, mais donc on pouvait entrer et sortir des alliances comme ça nous arrangeait. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. On vous embrasse très fort et d'ici là, faites attention à vous. Salut. À la semaine prochaine. Au revoir.